Regardez notre forêt demain avec France Bois Forêt. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre forêt demain. En France métropolitaine, la forêt couvre 17 millions d'hectares, soit un tiers du territoire. C'est un poumon vert, c'est un refuge pour la biodiversité, c'est un puits de carbone. Mais vous allez voir que la forêt est aussi un atout clé pour la France. Elle rend de nombreux services, source d'énergie. Elle est également là pour produire du bois, pour fabriquer des meubles, du parquet, mais aussi construire nos maisons. Et ce fabuleux patrimoine, je vous propose de l'explorer et d'en comprendre les différents enjeux avec des professionnels du bois. Ils sont forestiers, ils sont industriels, chercheurs, scientifiques qui vivent et qui préparent la forêt de demain. Dans ce numéro, nous allons tout d'abord nous intéresser aux multiples menaces qui planent sur nos forêts. Depuis 2 décennies, nous assistons à une mortalité croissante des arbres un peu partout en France. Car dans les forêts françaises, le changement climatique est déjà une réalité. Alors face à ces bouleversements, comment aider les forêts à être plus résilientes? Quel visage nos forêts auront-elles demain? C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Cette forêt, nous en avons aussi besoin au quotidien pour produire du bois, une ressource naturelle dont tire profit l'économie française. Et nous allons nous intéresser à l'un de ses usages en particulier, l'emballage en bois. Cagette pour les fruits et légumes, bourriche pour les huîtres, boîte à fromage, mais aussi palettes et caisses pour le transport des biens. L'emballage en bois passe parfois inaperçu aux yeux du grand public et pourtant, il est omniprésent dans notre quotidien. En 30 ans, la forêt française a gagné l'équivalent de la superficie de la Bretagne, à savoir 3 millions d'hectares. Dans un même temps, l'Institut national d'information géographique et forestière nous explique que le taux de mortalité de la forêt a augmenté de 54% au cours de ces 10 dernières années. Alors il y a bien sûr le vieillissement naturel, mais il y a aussi un dépérissement lié au changement climatique. Il faut bien reconnaître que les nombreuses sécheresses, tempêtes, incendies, mais aussi insectes sont venus à bout de pas mal d'hectares de forêt française. Nous sommes à Génétine, dans l'Allier. Nous avons rendez-vous avec Xavier Finou qui va nous montrer concrètement les conséquences sur nos arbres. Bonjour Xavier. Bonjour Stéphane. Dites-moi, j'étais en train de constater, qu'est-ce qu'il est chouette votre bureau, dites donc. Et voilà, c'est notre quotidien. C'est bien quand même, hein. En plein air. Et puis dites-moi, en plus, c'est bien rangé, hein. J'ai vu tout est répertorié, noté, il y a des marques un peu partout sur les arbres. On est sur une parcelle de combien d'hectares déjà ici? Une parcelle de 4,5 hectares de peuplement de chênes. Et quand vous marquez un arbre, ça veut dire que quoi? Il est arrivé à maturité, il faut le couper, ou alors pour une raison de taille ou simplement pour une raison de santé? Dans ce contexte-là, on constate les symptômes de dépérissement. C'est-à-dire qu'on va apprécier la mortalité au niveau des rameaux, au niveau des branches. Ouais. Et puis la réduction, alors là on ne voit pas parce que c'est l'hiver, mais de ce qu'on appelle la masse foliaire, c'est-à-dire la quantité et la qualité des feuilles. Et donc cette réduction foliaire va accentuer la transparence au niveau du houppier parce que l'arbre meurt par la tête. Et sur cette parcelle, il y a beaucoup d'arbres qui sont ou déjà morts ou en mauvaise santé? Il y a eu une bonne proportion de dépérissement, de l'ordre de 14% pour cette parcelle. Est-ce que c'est la sécheresse qui est le plus gros facteur justement de dégradation de la forêt? Alors, la sécheresse est un facteur aggravant effectivement, mais d'arbres déjà vieillissants pour la plupart, donc plus sensibles. Maintenant, l'autre critère, c'est le sol, parce que la réserve en eau ici est très faible et le sol n'est pas particulièrement favorable. D'accord, parce qu'un arbre, il a besoin de combien de litres d'eau par jour pour vivre correctement? Il faut imaginer qu'un chêne adulte consomme de l'ordre de 200 litres par jour d'eau. Quand on a des vagues de chaleur, s'il y a plus d'eau qui s'évapore par les feuilles qu'il n'y a d'eau qui arrive par les racines, alors l'arbre peut subir ce qu'on appelle une embolie gazeuse, c'est-à-dire que des bulles d'air vont apparaître dans les vaisseaux conducteurs. Et donc, l'eau ne va plus circuler et ça va conduire à la mort des branches, mais donc de l'arbre entier même.
Et l'arbre va mourir sur combien d'années? Assez rapidement? Ça peut être extrêmement rapide, mais il faut comprendre qu'il y a une inertie entre le moment de l'impact des canicules et sécheresses des étés 2018, 2019 et 2020. On ne verra pas tout de suite, et ça met du temps, l'impact du dépérissement. À partir du moment où l'arbre est mort, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que finalement, il a les mêmes capacités, les mêmes qualités pour être du bois de construction ou un bois d'œuvre? Le but, c'est de valoriser dès que possible le bois d'œuvre de qualité qu'on peut en tirer. Donc de la charpente jusqu'à la traverse, qu'elle soit paysagère ou qu'elle serve pour les traverses de SNCF. Les arbres qui ont été marqués avec des chiffres, parfois simplement des points verts. Il y en a d'autres, comme celui-ci là-bas, où il y a simplement un petit signe géométrique. Qu'est-ce que vous avez identifié là-bas? Qu'est-ce que vous allez en faire de cet arbre? Alors cet arbre, on l'appelle arbre habitat, c'est-à-dire que dans le cadre de notre gestion, au-delà de la valeur économique qu'on va pouvoir apprécier et l'amélioration des peuplements en enlevant les arbres qui sont en train de dépérir, on va évidemment apporter aussi une valeur environnementale, d'abord et avant tout, pour favoriser la biodiversité. D'accord. Donc ces arbres-là qui vont dépérir vont se dégrader en privilégiant l'installation d'insectes et autres champignons. C'est-à-dire qu'il est déjà habité par les insectes, donc soit on décidait de le couper, mais finalement on n'en aurait pas fait grand-chose. Absolument. Soit on laisse la biodiversité vivre tout simplement, et c'est comme ça qu'on gère correctement une forêt? Absolument. C'est l'équilibre entre tous ces seuils-là. Donc vous n'êtes pas là simplement pour prendre des mesures, vous êtes là pour faire le bilan de santé de la forêt au quotidien? Absolument. C'est exactement ça? Exactement. Allez, venez, on continue la balade, j'ai plein d'autres questions à vous poser. Est-ce qu'il y a des essences qui sont plus fragiles que d'autres? Vous m'avez dit qu'ici, en grande partie, c'était du chêne, mais le hêtre est peut-être l'arbre roi dans nos forêts en France. Est-ce que le hêtre est plus fragile? Est-ce que le sapin est également fragile? La question, c'est bien de savoir si les essences sont adaptées. Et effectivement, dans ces régions, le chêne, pédonculé ou sessile, se trouve être de moins en moins en station. Oui. Le hêtre, on n'en trouve presque plus. Quant aux sapins, ils sont déjà morts. Quand on parle de station forestière, c'est quoi? C'est finalement la bonne connaissance du terroir où on est installé? Exactement. La connaissance du sol qui est la première richesse de la forêt, parce que ça va déterminer la capacité d'adaptation et donc de production des arbres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle. En fonction du terroir où on se trouve, il y a des essences qui vont s'y plaire plus que d'autres. Absolument. Alors abordons d'autres chapitres météorologiques. On a parlé de la sécheresse, il y a aussi la grêle, les tempêtes. On en voit de plus en plus, il va falloir composer avec pour les années à venir. Absolument. Les épisodes de grêle sont de plus en plus fréquents, causent des dégâts très importants en forêt. En fait, la grêle va déchirer les feuilles, va créer des lésions assez importantes en cassant les branches et donc causer beaucoup de mortalité. Et ça, à tout âge, des jeunes individus au peuplement plus mature. Lorsque dans la forêt, je vois quelques arbres couchés les uns sur les autres, ça, ce sont les tempêtes? Alors, effectivement, les tempêtes, c'est le phénomène le plus sévère et qui est même premier de tous ceux qu'on a cités. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des tempêtes de Martin Lothar de 99 et de Klaus de 2009, elles ont ravagé et soufflé près d'1 million d'hectares de forêt. Ça, c'est colossal. C'est énorme. Contre ça, on ne peut rien faire. Récolter et valoriser à temps. Exactement. Alors, il y a des images chocs qu'on a tous vues cet été, ce sont les incendies de forêt. J'ai lu qu'il y avait 70 000 hectares qui étaient partis en fumée, carrément. On peut dire que là, il y a peut-être des choses à faire en tant que citoyen. Alors, les 70 000 hectares qui ont pris feu concernent des surfaces importantes et d'un risque qui s'aggrave par le dérèglement climatique. Donc, toutefois, il faut le relativiser par rapport aux 17 millions d'hectares que couvre la forêt française. Bien sûr, bien sûr. Mais s'il fallait apporter des solutions, elles passent par la gestion des massifs. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut clairsemer davantage la forêt, il faut créer des allées coupe-feu, plus ou moins, ou des Exactement. choses de ce genre. La gestion va déterminer les aménagements avec les créations de pistes, les pare-feux et l'aménagement en mélange d'essence. Mélange d'essence, ça peut être une solution? Absolument. Ça va permettre une meilleure résilience et limiter la propagation. Vous avez des enfants? Absolument. Combien? 4. Vous les sensibilisez déjà énormément à l'environnement, à la forêt?
Absolument, ouais. Alors transmettre l'émerveillement pour la nature Ouais. et en vue de la pérenniser, c'est notre métier. C'est tout l'enjeu, c'est la transmission. Ils ont quel âge? De 6 à 1 an. Et ils vont continuer à pousser à l'avenir, comme cette forêt d'ailleurs. Et avec vous, nous aborderons le futur de la forêt un petit peu plus tard dans l'émission. Je vous laisse continuer le marquage. Merci. Et on se retrouve un peu plus tard, Xavier. Direction maintenant l'Ain, un département où là aussi la forêt a vécu de plein fouet les effets de la sécheresse. Mais vous allez voir que depuis 2008, un champignon microscopique fait également des ravages. Il s'appelle la calarose. Dans la brume d'une fraîche matinée d'hiver, Nicolas, Laurent et Éric surveillent de près la forêt du Bois Tannais, située dans le département de l'Ain. 50 Aujourd'hui, c'est une parcelle de pin Douglas plantée il y a presque 60 ans qui fait l'objet de toute leur attention. Car cette essence, très appréciée des sylviculteurs, semble souffrir d'un dépérissement soudain. Ces arbres donc se comportaient relativement bien en termes de croissance jusqu'à il y a quelques mois. Ils ont commencé en fait à dépérir. Ça commence par une perte d'aiguille. On a ce qu'on appelle les houppiers qui deviennent transparents, c'est-à-dire qu'on commence à pouvoir voir le ciel à travers les arbres. La mortalité commence en tête et continue à descendre petit à petit. Les causes de ces dépérissements sont parfois difficiles à identifier. Mais ici, comme dans beaucoup d'autres forêts en France, ce sont les épisodes successifs de sécheresse qui en seraient la cause. Les arbres, en fait, à un moment, pompent de l'eau pour pouvoir vivre. Et en période de sécheresse, le sol devenant sec, ils se mettent à pomper à vide. Et ça crée une embolie au niveau de l'arbre. Et l'arbre se met à sécher plus ou moins rapidement en fonction de l'essence. Si c'est un chêne, le dépérissement peut durer plusieurs années. Si c'est un résineux, ça peut aller relativement vite, comme c'est le cas ici. L'arbre, c'est un peu comme un boxeur, c'est-à-dire qu'il va encaisser un coup, 2 coups, 3 coups, et puis au bout du 4e coup, il peut tomber KO. Bruno a hérité cette forêt de son grand-père. Depuis quelques années, il constate les effets du changement climatique sur les paysages forestiers. Cette forêt était une forêt de chêne avec une utilisation classique. Ce coin de forêt était beaucoup moins intéressant au niveau de l'exploitation. Donc les douglas ont été plantés à ce moment-là par mon grand-père et ils ont pas mal progressé. L'inquiétude actuellement, c'est qu'avec la sécheresse et les canicules, eh bien, on s'aperçoit que les arbres commencent à souffrir. Ça se voit très bien ici pour les douglas, mais également pour les chênes. On est très inquiet pour savoir quel type d'arbre il faudra planter dans l'avenir. À terme, cette forêt de Douglas pourrait disparaître. Mais pour faire durer autant que possible ce peuplement et amortir la perte de valeur du bois, les arbres morts ainsi que ceux arrivés à maturité vont être marqués par le rang, puis coupés. Celui-ci, il fait déjà 55 cm de diamètre et on peut voir autour de lui qu'il y a des bois qui méritent encore d'évoluer, de grossir. Donc si on regarde en l'air, on s'aperçoit que les houppiers se touchent et le fait d'enlever cet arbre-là, ça va faire de l'espace pour les autres et donc ça va leur permettre d'évoluer. C'est un bois qui vaut à peu près une centaine d'euros et qui va présenter des bonnes caractéristiques pour la charpente. Quant aux arbres morts, ils seront utilisés pour faire des palettes. On va lui donner une quarantaine d'euros sur pied, donc pour le propriétaire, c'est un manque à gagner. Le Douglas n'est pas la seule essence menacée dans la région. À quelques kilomètres de là, une forêt de frêne est attaquée par un champignon microscopique, la calarose. Ce champignon est apparu en France en 2009 et en l'espace de 10 ans, il a colonisé l'intégralité du territoire national, sauf les départements les plus chauds, parce que c'est un champignon qui a quand même besoin d'une certaine humidité pour se développer. L'introduction de plants infectés venus d'Asie pour être plantés en Europe pourrait être l'une des hypothèses de son apparition. Ce champignon, en fait, qui était présent sur les frênes asiatiques, s'est décalé sur les frênes communs. Et contrairement aux frênes asiatiques, sur les frênes communs, il a été particulièrement virulent. C'est d'abord les rameaux qui ont commencé à sécher, perte de feuillage, et puis le champignon, petit à petit, a migré dans l'arbre. Au bout de quelques années, arrivé à faire des nécroses, ce qu'on appelle des nécroses au collet, des pourritures aux pieds, qui ont abouti, en fait, à la mort du frêne. Si la majeure partie des frênes ont dû être coupées, sur cette parcelle, une autre essence, le chêne rouge, s'en est semble-t-il un peu mieux sortie.
Mélanger et diversifier les essences forestières est sans aucun doute l'une des pistes pour limiter l'impact des maladies et du changement climatique. Dans cette forêt de chênes parfois centenaire, Nicolas prépare déjà la forêt de demain en pratiquant une gestion dite irrégulière. La futée irrégulière, c'est un mode de sylviculture relativement doux où on évite les coupes rases et donc les changements brutaux du milieu. On travaille avec un couvert boisé continu. Sur la même parcelle, on a toujours des petits bois, des bois moyens et des gros bois. On essaye d'équilibrer ces différentes classes de diamètre. S'il y en a un gros qui dépérit, comme on peut le voir de ce côté-là, eh ben, on aura un petit qui pourrait récupérer et faire l'avenir de la forêt. Ici, les coupes permettent d'apporter la lumière nécessaire pour créer des îlots de régénération naturelle. Des essences pourront être introduites en complément. C'est un travail de longue haleine qui demande de maintenir un cap pendant longtemps. Et donc, de ce côté-là, il faut rester humble dans ce qu'on cherche à faire. Il y a beaucoup d'interrogations et le changement climatique en fait partie. Et tout ça, ça constitue un véritable défi qui est très enthousiasmant pour les nouvelles générations de forestiers et pour la société en général, quoi. Saviez-vous que chaque année, la forêt française séquestre plus de 50 millions de tonnes de CO2 ? Son rôle est donc essentiel pour atténuer les effets du changement climatique. Mais la vitesse de celui-ci et les bouleversements qu'il crée poussent les forestiers à se poser de nombreuses questions. Car la gestion forestière représente une des solutions pour maîtriser une partie des risques et aider la forêt à être plus résiliente. Sur cette parcelle, 70 hectares d'épicéas ont été décimés par le scolite, un coléoptère parasite mortel pour eux. Il a donc fallu couper et reboiser. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. Tout se passe bien? Très bien. Et vous? Ça pousse naturellement? Oui. Il faut quand même parfois un peu aider ces jeunes plants, mais bah oui, la nature fait bien les choses. Et toi, on a quand même du mal à imaginer qu'il y a simplement quelques années, la forêt ici avait un tout autre visage. Il y avait quoi ici avant? Une majorité d'épicéas qui occupaient environ 70 hectares. 70 hectares sur une parcelle qui fait combien dans l'ensemble? Le massif fait 590 hectares. D'accord, très bien. Donc il y avait 70 hectares d'épicéas, il y avait également des douglas, mais c'est plutôt sur les épicéas que les coupes ont été faites dans un premier temps. Et là, c'est le réchauffement climatique qui a décimé plus ou moins cette forêt? C'est le réchauffement climatique qui sévit de plus en plus depuis quelques années, et ce notamment depuis les premières sécheresses de 2016. Après, il y a eu un épisode qui est lié au scolite, qui est un parasite. Alors, quand on parle du scolite, c'est quoi les ravages qu'effectue le scolite sur les arbres? Alors, le scolite, c'est un insecte ravageur qui vient grignoter le bois. Et en grignotant le bois, il va empêcher le passage de la sève brute qui est nécessaire pour la photosynthèse et donc empêcher l'arbre, en fin de compte, de se protéger et donc de croître. Il vient jouer sur la capillarité de l'arbre, plus ou moins, quoi. Oui, en quelque sorte, c'est ça, oui. Il va réduire les artères, les veines ou les choses de ce genre. C'est comme ça qu'il va plus ou moins provoquer la mort de l'arbre? Oui, en fin de compte, on peut comparer les vaisseaux des arbres à les veines, par exemple, qui acheminent l'oxygène jusqu'au cœur. Sauf que ce sont des sels et de l'eau qui sont acheminés jusqu'aux feuilles. Alors, le scolite, la calarose que l'on a évoqué dans le reportage il y a quelques instants, tous ces nuisibles, ces parasites, ces ravageurs, c'est exclusivement le changement climatique qui explique cela ou pas du tout? Disons que les scolites et les autres ravageurs peuvent être considérés comme des ravageurs secondaires, parce qu'une fois que l'arbre est affaibli, si vous voulez, c'est comme une porte d'entrée qui s'est ouverte aux parasites. L'insecte va en profiter. Il va venir se nourrir du bois, pondre. C'est cette opération qui va se renouveler plusieurs fois, qui peuvent affaiblir un peuplement entier et le décimer. Une fois qu'on a identifié le scolite qui a ravagé 70 hectares ici, on a décidé de reboiser. Quelles essences ont été choisies et comment on assure une certaine combinaison? Ce sont des essences qui, déjà, ont des risques qui sont moindres face au réchauffement climatique. Donc, on a des essences qui résistent bien à la chaleur, comme les pins maritimes. On a aussi des essences que l'on trouve habituellement dans nos régions, comme le chêne Cécile, qui poussent plutôt bien et qui sont frugales. Et d'autres essences, comme le chêne rouge et le douglas, qui ont été plantées en moindre quantité, mais pour assurer un mélange des essences. Et finalement, cette combinaison, c'est la clé du succès pour assurer une meilleure résilience face à la maladie, face aux parasites, face à tout cela? Oui, tout à fait. Comme le risque sanitaire est diminué, si jamais un parasite sévit sur une essence en particulier, il y a peu de chances qu'il sévisse également sur une autre essence.
Quand on décide de reboiser une parcelle, est-ce qu'on travaille avec les nouvelles technologies? Je pense aux drones, par exemple, pour identifier les différentes parcelles, les différents îlots, plus ou moins, qu'on souhaite reboiser. Oui, tout à fait, c'est ce qui a été fait ici. Un drone est passé en 2019 et a cartographié toute la propriété dans le but d'identifier les zones arboisées. Et on a même distingué des zones qui étaient plus favorables à des espèces plutôt qu'à d'autres, notamment les zones humides où nous avons planté principalement des aulnes. Les générations précédentes avaient déjà travaillé sur ce mélange des essences? Avant, ils avaient tendance plutôt à faire de la monoculture, mais c'est parce qu'aussi, ils n'avaient pas les connaissances suffisantes que l'on a aujourd'hui grâce à toute la recherche, aux nouvelles technologies. Et maintenant, ça nous a permis effectivement d'évoluer et de différencier nos pratiques de gestion durable. J'aimerais bien que vous m'éclairiez sur un dernier point, parce que j'ai entendu parler dans votre activité d'îlots de vieillissement et d'îlots de sénescence. Ça veut dire quoi exactement et qu'est-ce que c'est? C'est préserver la biodiversité? Oui, en quelque sorte, on va préserver la biodiversité, puisque dans un cas, donc l'îlot de vieillissement, on va laisser vieillir les arbres jusqu'à 2 fois leur âge d'exploitabilité classique, Très bien. Ce qui permet en quelque sorte de produire des gros bois. Et après, il y a les îlots de sénescence dans lesquels, en fait, l'exploitation est exclue, c'est-à-dire qu'on n'est plus censé y passer. L'îlot de vieillissement, on peut toujours y intervenir pour couper des bois. Par contre, l'îlot de sénescence est mis sous cloche. J'ai bien compris que vous travaillez au quotidien pour faire en sorte que nos forêts soient plus fortes, plus courageuses face à la maladie, face aux insectes, face au changement climatique. Mais avant de les faire pousser, ces arbres, dans vos forêts, il va falloir, dans un premier temps, les laisser grandir en pépinière. Et nous nous sommes rendus à Moulins-en-Médoc, c'est la plus grande pépinière de France. C'est là-bas que l'on plante les essences dites d'avenir et vous allez voir à quoi pourront ressembler nos forêts demain. Ce n'est pas évident au premier coup d'œil, mais cette plantation de presque 2 hectares est une forêt en devenir. Dans les années qui viennent, elle devra être capable de faire face à un défi majeur. Contribuer à l'atténuation du changement climatique tout en s'y adaptant. Céliane et Arnaud, jeunes ingénieurs forestiers venus surveiller cette parcelle plantée il y a tout juste 1 an, en sont convaincus. On va aller mesurer la placette là-bas. 110, 39. Il faut dès à présent renforcer la résilience des forêts pour les adapter au climat de demain. Aujourd'hui, on travaille selon 3 axes. Le premier axe, ça va être les peuplements d'avenir. On va essayer d'installer des nouvelles essences qui seraient plus adaptées au changement climatique. Le second axe, on va essayer de mettre en œuvre des nouvelles pratiques sylvicoles pour améliorer la résilience des peuplements. Et le troisième axe, on va faire du mélange intraparcellaire. On va apporter de la biodiversité, ce qui va permettre à la forêt d'avoir une plus grande résistance et résilience pour résister aux aléas du changement climatique. Sur cette parcelle, une ancienne friche, le pin maritime, essence emblématique de la forêt landaise, côtoie désormais une multitude d'arbres feuillus. Donc on est sur une parcelle plantée en diversification et on retrouve comme essence du chêne-liège, du pommier, du poirier, du chêne pubescent et du bouleau. Le rôle qu'on a joué dans l'installation de cette parcelle, c'est d'apporter un conseil aux propriétaires pour améliorer la résilience de ces forêts. Donc il nous a fourni une liste d'essences qu'il souhaitait installer et puis on l'a complétée et modifiée un petit peu par rapport à ses exigences et aussi aux exigences du climat pour lui proposer la meilleure solution. Il y a quelques années, c'est vrai que c'est des choses qu'on faisait beaucoup moins. On ne voyait pas concrètement arriver ces évolutions climatiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on en prend de plus en plus conscience. Chez les pépiniéristes forestiers, cette prise de conscience s'est faite il y a déjà plusieurs années. À Moulins-en-Médoc, Loïc cultive les milliers d'arbres qui seront plantés dans nos forêts demain. Des essences qui résisteront mieux aux chaleurs, au manque d'eau et aux maladies. Un travail particulièrement méticuleux. Un des points d'entrée de la pépinière forestière, c'est les graines, c'est la semence. Tous les arbres n'ont pas des graines de la même taille et de la même forme. Vous avez ici l'exemple d'un mélèze qui a des graines de très petite taille avec des formes très très anguleuses. Et à contrario, une essence de grande dimension. Par exemple, ici, c'est un gland de chêne. Vous voyez, on ne va pas semer de la même façon ces 2 essences. Donc il y a tout un travail en amont de plusieurs années pour développer de nouvelles essences demain, répondant à tous les enjeux forestiers. Si certaines essences comme le frêne, le hêtre ou l'épicéa sont aujourd'hui particulièrement menacées, d'autres semblent mieux adaptées au climat de demain.
Le cèdre de l'Atlas, c'était une essence. Il y a 5-6 ans, on en avait 400 000 qui étaient plantés par an en France, donc c'est-à-dire peu représentés dans les plantations forestières. C'est vraiment une essence qui est en train de prendre sa place, qui présente un vrai atout vis-à-vis du changement climatique, la résistance à la chaleur, aux à-coups de chaud, au manque d'eau, à tous ces paramètres-là. Une autre essence, par exemple, c'est le chêne pubescent, qui va être plus adapté, par exemple, qu'un chêne pédonculé. Donc ça, c'est des récoltes de glands qu'on a fait il y a 1 an dans le secteur du Gers, et qu'on est aujourd'hui en train de remonter au fil de l'eau sur l'arc atlantique. Faire remonter une essence du sud vers le nord, c'est ce que l'on appelle la migration assistée. En temps normal, les essences étendent leur territoire et migrent naturellement vers des terres plus clémentes. Mais ces mécanismes d'adaptation sont en moyenne 10 fois trop lents au regard de la rapidité prévisible de l'évolution du climat. La main de l'homme devient donc essentielle. Un pas de temps d'une forêt, c'est entre 60, 80, voire 200 ans en fonction des essences forestières. Et ce pas de temps-là, ce n'est pas le pas de temps du changement climatique aujourd'hui. On parle de dizaines d'années et de quelques degrés qui changent complètement et fondamentalement la répartition de l'eau, les températures estivales, les à-coups de chaleur. Préparer la forêt aux contraintes du changement climatique passe aussi par l'amélioration génétique des essences d'avenir. À Lenton, 30 hectares de pins maritimes fourniront bientôt la production de graines forestières améliorées. Alors ici, on se trouve dans un verger à graines. C'est une parcelle dans laquelle on a réuni des arbres avec une grande qualité, à la fois sur la vigueur, donc c'est sur la croissance, et sur la forme, pour qu'on ait des arbres élancés qui produisent du bois de qualité. Donc on va les planter à peu près à 250 plants à l'hectare. Et ensuite, ils vont se polliniser entre eux et fournir des graines dont on aura besoin pour reconstituer et replanter les forêts. Donc dans un verger à graines, son objectif, c'est bien évidemment de produire des graines. Vous voyez ici, il y a des fleurs, et ensuite les fleurs produisent un cône-lait. Donc ça, c'est des cônes qui ont 1 an. C'est tout petit, c'est tout fragile, mais il faut vraiment qu'ils puissent se développer. Et ensuite, la deuxième année, le cône va grossir, donc c'est ce qu'on voit dans les arbres là, et qui va produire le cône qu'on va récolter à partir du mois de janvier. Et ensuite, les cônes, on les envoie dans des sécheries, c'est-à-dire qu'on va envoyer de l'air chaud. Du coup, le cône va s'ouvrir et là, on va récolter les graines. Et ensuite, ça nous permet de prendre ces graines, de les mettre dans les pépinières et de produire les plants dont on a besoin. Pendant encore des décennies, la France, en particulier, se trouvera dans l'air naturel du pin maritime. C'est une des essences qui va nous permettre, de façon aussi intelligente, de pouvoir reconstituer des forêts dont l'essence n'est plus adaptée au climat de demain. Vous l'aurez compris, le changement climatique, c'est un défi majeur pour la forêt, mais aussi pour les forestiers qui vont devoir faire preuve d'imagination et de souplesse dans les années à venir. D'autant plus qu'aujourd'hui, les forêts doivent rendre de nombreux services. Être une source d'énergie, un réservoir de vie sauvage, un puits de carbone et fournir du bois pour construire nos maisons. Alors les forêts françaises d'aujourd'hui ressembleront-elles aux forêts de demain? Pour en parler, nous retrouvons Xavier Finot. Xavier, j'essaye de parfaire ma connaissance de la forêt. Alors, je n'arrive pas encore à identifier toutes les essences. J'essaye dans un premier temps de reconnaître les familles. Donc là, on est sur du feuillu. C'est ça. Bien. Là, on est sur du résineux. Exactement. Eh ben, je suis sur la bonne piste alors. Parfait. Depuis le début de l'émission, on a beaucoup parlé du changement climatique, de l'incidence sur nos forêts. Les forêts d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les forêts d'hier et surtout rien à voir avec les forêts de demain. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir si, au cours des siècles, on a déjà vécu des bouleversements forestiers. La forêt n'a pas toujours été celle d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que l'homme, en fonction de sa conception de la forêt, a récolté, a replanté, en fonction aussi de ses besoins, que ce soit pour les terres cultivables, pour les pâturages, pour les besoins chauffage ou industriels. Oui, oui. Et donc, par exemple, dans des régions comme le Morvan, le plateau de Millevaches, les forêts ont remplacé des terres pauvres où rien ne poussait, rendant donc productives des parcelles qui ne l'étaient pas. Si on prend quelques chiffres, j'ai lu que en 1908, la forêt en France représentait 19% du territoire. Un siècle plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, on en est à 31%. Ça veut dire que toutes ces terres agricoles qui étaient trop pauvres, qui ne donnaient pas de résultats,
ont été abandonnées pour devenir des forêts par la suite? Alors, il y a ces évolutions naturelles de la forêt qui gagne du terrain, et puis il y a toujours l'empreinte de la main de l'homme. Par exemple, sous Colbert, et grâce à Colbert et ses plantations en monoculture de chêne, on a dans cette région la chance d'avoir cet atout qui forge la filière bois actuellement et qui est un incontestable atout économique de notre pays. C'est un atout énorme pour la France, la forêt. J'en parlais en tout début d'émission. On a évoqué dans un reportage précédent une ébauche de solution qui s'appelle la migration assistée. Est-ce que vous pouvez encore une fois m'éclairer sur ce que représente cette migration assistée? C'est quoi exactement? Alors, les simulations climatiques montrent que les aires de répartition des essences vont être de plus en plus réduites. C'est-à-dire que les essences forestières françaises vont, sur leur zone géographique actuelle, avoir de moins en moins de place ou être de moins en moins adaptées. Et donc, cette migration assistée, c'est un mécanisme naturel de migration parce que les arbres, par le pollen et par les graines, migrent. Oui. Le territoire français, en revanche, est fractionné, que ce soit par les villes, par les champs, par les infrastructures linéaires. Ça crée des barrières. Exactement. Et donc, cette continuité écologique, on l'a plus. Donc, par nature, on essaie d'encourager cette migration-là et donc de l'assister. C'est-à-dire que vous aidez Dame Nature? Absolument. En tout cas, on accélère un peu le processus. En replantant des essences là où elles n'étaient pas. Aujourd'hui, on travaille sur les forêts de demain. Mais c'est du long terme. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre en application aujourd'hui, vous n'en verrez peut-être pas le résultat, hormis si vous êtes un solide gaillard et que vous traversez les siècles sans encombre. C'est compliqué d'imaginer véritablement à quoi ressemblera la forêt demain. Vous tâtonnez un petit peu dans vos recherches et dans les mises en application? Notre métier de forestier, c'est un métier de passion. Et on travaille avec le vivant, donc ça nous oblige à rester humble parce que, en tout cas, ce qui nous anime, c'est de gérer un bon père de famille pour pérenniser la forêt en vue de l'améliorer, de l'adapter, pour produire du bois d'œuvre de qualité et en tout cas transmettre des forêts vivantes. Donc vous allez dans un premier temps faire en sorte que cette forêt se porte bien et s'il vous plaît docteur, demandez à la descendance d'assurer la forêt de demain. Vous voulez bien? Merci beaucoup Xavier. Merci. Au revoir Stéphane. Merci. Nous venons de voir à quel point il est important de préserver et d'entretenir la forêt pour la rendre plus résiliente, pour préserver la biodiversité, pour absorber du carbone et lui permettre ainsi de lutter avantageusement contre le changement climatique. Mais nous avons également besoin de la forêt pour produire du bois. Les charpentes, la menuiserie, les meubles, le parquet, mais aussi la pâte à papier. On valorise également le bois pour fabriquer du bois d'énergie. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre usage du bois, l'emballage en bois. Il fait de plus en plus partie de notre quotidien et c'est un précieux allié écologique. Nous allons faire quelques courses sur le marché de Niort où m'attend Sébastien Paco, il est maraîcher. Yeah. Come on. Yeah. Listen. Serendipity, no negativity. You gotta make sure your energy good to keep with me. To all my friends and my enemies, I'm sharing my amenities with you, so it don't matter what you did to me or what you didn't do, what I did to you. My whole point is I'ma keep the drama to a minuscule. If you ain't got it, yeah, get a clue. And we'll just move to a different beat. We make a difference too. C'est bien, c'est rangé, Sébastien. Ça va bien? Ça va, Stéphane. Oui. Ravi de vous rencontrer. De l'emballage bois, il y en a quasiment partout ici. C'est quoi, c'est un incontournable? Alors, c'est un incontournable. C'est là-dedans qu'on reçoit les fruits et les légumes. Ça a toujours été comme ça. C'est traditionnel. Il y a 80%, on va dire, de la marchandise qui arrive dans les emballages bois. Voilà. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est pratique, c'est résistant, puis c'est renouvelable. C'est du bois, donc c'est inépuisable, quoi. Voilà. Ça a été fabriqué en fonction des produits, parce que je vois qu'il y a des tailles différentes. Il y a des tailles différentes, oui. Il y a les petites, ça sert alors souvent pour les champignons, pour le persil. Ouais. Et ils sont assez standards, surtout par rapport à la surface en fait que ça prend dans un frigo. Vous avez de cette taille-là, pareil. C'est un peu plus haut. Voilà, c'est un petit peu plus haut. Vous avez parfois des abricots, du raisin, et puis vous avez cette taille-là. Là, c'est la plus grande. Alors ça, c'est l'intermédiaire. Vous en avez des plus ou moins hautes, et puis vous avez les pommes. C'est encore une fois plus haut. Elle est très courante, en fait, celle-ci, ouais. Mais alors, c'est génial, parce que quand le marché est terminé, on ramène le camion, on les superpose les unes sur les autres. On range tout ça dedans, et puis après, on déballe, on laisse le bois. C'est assez chaleureux. Voilà, beaucoup plus chaleureux que le plastique et puis que le carton. D'autres dimensions pour le céleri, par exemple. Ah oui, chez vous, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Ah, il y en a encore, oui. Sébastien, quelle est la réaction du consommateur? Parce que est-ce qu'ils sont comme moi, à savoir que lorsque je vois un emballage bois,
j'ai plus confiance dans la qualité du produit. Je me dis que c'est naturel, c'est sain, c'est bien. Tout à fait, c'est rassurant en fait. Ouais. C'est un produit chaleureux et rassurant. Voilà. Si je dis que le bois fait vendre, je me trompe pas? Non, c'est même tout à fait le cas. Bon, bah, je garde ça dans un coin de ma tête. Bonne journée, Sébastien. Bonne journée, Stéphane. Merci. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Alors, j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. La bonne, il pleut pas. Ouais. La mauvaise, on va passer une bonne partie de la journée ensemble. Je m'en explique. Vous fabriquez des emballages bois légers et nous irons d'ici quelques instants dans votre entreprise pour découvrir justement tout votre travail. Ces cagettes, finalement, pour les fruits et légumes, on l'utilise depuis la nuit des temps. Est-ce que c'était déjà simplement pour les fruits et les légumes ou pour autre chose? On en retrouve effectivement du temps des Romains, et les Romains, c'est le vin. C'est bien sûr, c'est le principal. Ensuite, toutes les navigations se sont faites avec des emballages qui protégeaient. On avait la sûre, on avait des caisses en bois pour protéger toutes les denrées qu'on pouvait emporter pour traverser le monde, Christophe Colomb, etc. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le fait de se dire que d'ici quelques années, l'emballage plastique à usage unique sera interdit. Ça veut dire que c'est une belle opportunité pour l'emballage bois? C'est une très bonne nouvelle pour l'emballage. C'est une très bonne nouvelle pour le bois. Je pense que c'est aussi une très bonne nouvelle pour la planète, puisque, effectivement, un emballage plastique, même s'il a des avantages qu'on connaît, quand il a une fin de vie, le mieux, c'est de pouvoir le réutiliser. Et dans le pire des cas, on va le retrouver dans la mer. Et ça pour moi, je dirais, c'est quelque chose de très, très important. Pour la planète. Alors, des emballages plastiques, il y en a encore quelques-uns ici. Mais la majeure partie des étalages sont effectivement composés d'emballages bois pour la préservation des aliments. C'est une des qualités dont on n'a pas forcément conscience, nous, en tant que consommateurs, mais c'est vrai que ça préserve mieux les aliments que d'autres matériaux? Très clairement. Le bois, c'est une espèce d'éponge. Et en fait, ça va réguler l'humidité. Et on voit, et on a fait des études, et on se rend bien compte que le bois va conserver les aliments plus longtemps. On a aussi découvert, en tout cas prouvé récemment, que le bois était bactéricide. C'est-à-dire qu'en fait, cet effet éponge, il a tendance à capter la bactérie et à la conserver. Par rapport à un produit qui va macérer, entre guillemets, dans une boîte polystyrène ou dans une boîte plastique, vous avez une respiration naturelle dans le bois. Alors, les applications, on l'a vu pour les fruits, les légumes, la cagette, c'est un incontournable. Le bois, moi, je le vois aussi partout dans le fromage. On a tous, bien sûr, la boîte à camembert dans notre esprit, mais pas que. Et il ne sert pas qu'à l'emballage, il sert aussi à l'affinage, parfois, du fromage. La boîte à camembert, c'est plusieurs dizaines de millions de caisses par an. Hein. C'est juste énorme. Après, le bois, c'est aussi un élément d'affinage. Et certains fromages vont même utiliser le bois jusqu'à apporter en fait des notes boisées, des notes de résine. Le bois a donc ces deux qualités, celui de conserver avec cette solidité et celui d'apporter effectivement un plus. Bon, le bois, c'est aussi les barriques de vin, c'est exactement le même principe pour le fromage. Alors, quand on est sur le marché de Niort, il y a bien sûr les fruits, les légumes, il y a ce qu'on vient d'évoquer il y a quelques instants, le fromage, il y a aussi la poissonnerie, les marailleurs qui sont là. Et la bourriche d'huîtres, c'est aussi un incontournable et c'est aussi un emballage bois léger. Totalement incontournable. C'est là aussi, c'est l'emballage par excellence des huîtres, parce que ça résiste à l'eau, c'est solide. C'est l'emballage le plus efficace pour les huîtres. Dans votre entreprise, vous travaillez, vous fabriquez de l'emballage léger, vous allez me dire combien de références, quelles sont les essences de bois que vous travaillez pour justement nous permettre d'avoir ça sur les marchés et un petit peu partout. Je vais vous retrouver un petit peu plus tard. Restez avec moi, on va s'intéresser à un autre emballage spécifique, qu'on connaît tous également, la palette. La palette, c'est indispensable pour transporter les différentes marchandises. Et la palette, c'est certainement l'emballage le plus écolo par définition, parce qu'il offre l'avantage d'être réutilisable et réparable. Nous nous sommes rendus à Salles, c'est en Gironde, et vous allez voir que l'on fabrique là-bas de la palette. On voulait tout savoir, de la forêt jusqu'au recyclage. Si vous vous êtes déjà promené dans la forêt landaise, vous avez sûrement remarqué que le pin maritime y est roi. Et ça n'a rien d'un hasard. Planté à grande échelle à la fin du XVIIIe siècle pour assécher les marais, il est depuis valorisé par de nombreuses industries locales. À Salles, en Gironde, on produit par exemple des palettes en bois. Jean-Louis Louvel en a fait son activité depuis plus de 30 ans.
Ce matin, il rejoint ses équipes sur l'une de ses exploitations forestières. On a le plaisir d'assister aujourd'hui à la coupe de bois, la récolte, parce que nous sommes des agriculteurs. C'est une forêt de production. C'est pour cette raison que souvent les citoyens voient des arbres plantés de manière très droite, rectiligne. C'est pour en favoriser la récolte quand on va venir avec nos engins plus tard. Donc on n'utilise absolument pas de bois issu de forêts naturelles. Cette forêt de pins est la plus grande forêt cultivée d'Europe. Elle couvre 1 million d'hectares. Ces arbres, qui peuvent mesurer jusqu'à 30 mètres de haut, se plaisent sur un sol pauvre et sablonneux. Mais il faut cependant s'en occuper pour qu'ils puissent pleinement se développer. Quand on coupe les arbres, il y a la première éclaircie, 12 à 15 ans, qui va être destinée à la papeterie à l'énergie. Puis après, il y a une autre coupe pour nous, où là, il va falloir attendre 30-35 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que la forêt est gérée durablement. Donc on va prélever au fil du temps. On sait exactement, par exemple, l'année prochaine, ce que le massif landais est capable de fournir en récolte de bois. Lorsque le pin arrive à maturité, une abatteuse coupe l'arbre à sa base, le débite à la longueur souhaitée et lui retire ses branches. Les parcelles qui ont été coupées sont systématiquement replantées dans un délai de 2 à 5 ans. C'est ainsi un nouveau cycle qui débute pour le pin maritime. Vous voyez, ce qui va être planté aujourd'hui, la récolte, je ne la verrai certainement pas, quoi. À quelques kilomètres de là, les billons sont ensuite stockés avant d'être transformés. Donc les billons, une fois coupés en forêt, arrivent à nos scieries. C'est ce qu'on voit derrière nous avec un camion qui décharge. Ensuite, ils vont arriver tout de suite sur les corceuses. C'est là où on appelle ça, on va les peler. D'ailleurs, on va retirer les écorces qui vont être vendues, par exemple, pour faire des parterres décoratifs. Après l'écorçage, les billons sont acheminés dans la scierie. On y coupe l'équivalent de 35 km d'arbres par jour. À la scierie, on va avoir un laser qui va optimiser la surface de bois qu'on peut aller chercher pour faire des planches. Tout ce qui va être évidemment arrondi, les côtés, ce ne sont pas un déchet, hein. Ça va partir par exemple en papeterie, juste à côté d'ailleurs sur des circuits encore très courts. Et à la scierie, on va sortir les planches qu'on a besoin pour fabriquer nos palettes. Fini le temps de l'assemblage à la main. Aujourd'hui, les plots et les planches sont assemblés par des machines. Puis les palettes sont séchées à haute température dans un four alimenté par la sciure, récoltée lors de la coupe des billons. Elles sont ensuite empilées et alignées à perte de vue. Des petites, des grandes, vertes, rouges, bleues, en fonction de leur utilisation. Autre particularité de la palette bois, elle peut avoir plusieurs vies, et cela grâce au reconditionnement. On reçoit des palettes qu'on collecte auprès des industriels, des entreprises, qui vont être triées, classifiées, puis réparées. Avec maintenant d'ailleurs pour la manutention l'aide de robots. Dans le reconditionnement de palettes, on arrive à des taux de 94-95% de palettes récupérées. Éco-conçue, réparable, réutilisable, la palette en bois est aussi recyclable. Et c'est particulièrement vertueux. Puis alors, à force d'être réparée, une palette peut faire un deuxième tour, un troisième tour, un quatrième tour. Et puis quand elle va arriver en fin de vie, on va la broyer. On va avoir du broyage sec qui peut être très intéressant pour l'énergie. Ou alors, on peut s'en servir aussi pour du panneau de particules, par exemple. Il y a toujours des applications dans le bois. C'est merveilleux. Quand vous êtes dans la filière bois et que vous êtes tous les jours plongé dans la forêt, comme c'est le cas aujourd'hui, on est plus que responsable. Là encore, on évolue, les choses changent, puisque récemment encore, on a planté une forêt qui est LBC, labellisée bas carbone. Et qu'est-ce qui change? C'est que là, on n'a pas planté que du pin maritime, on a planté différentes essences, de telle sorte que ça puisse encourager le développement de la biodiversité. Les mentalités, les comportements évoluent, mais quand vous êtes dans le bois, c'est le plus beau des métiers. Retour dans les Deux-Sèvres, et ce n'est pas au pin maritime que nous allons nous intéresser, mais plutôt à un autre arbre bien connu, le peuplier.
En France, on le cultive depuis plus de 400 ans. Nous en sommes même le premier pays producteur européen. Car oui, nous cultivons le peuplier. C'est ce qu'on appelle la populiculture. Et c'est ce qui nous permet de fabriquer de belles cagettes. Nous partons tout de suite à la rencontre d'Alain Rousset qui va nous expliquer comment fonctionnent ces peupleraies. Bonjour Alain. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Super. Dites-moi, ce qui saute aux yeux, c'est le côté rectiligne de la plantation. Quand on plante du peuplier, il faut avoir le compas dans l'œil. Hein. Ouais. Le pépiniériste, quand il arrive, il a ses jalons, il a son cordeau. Ouais. Et c'est aligné, effectivement, dans tous les sens. Alors, expliquez-moi un petit peu comment ça se passe. Est-ce que c'est une graine qu'on met dans le sol et puis le peuplier va pousser tout seul? Ou est-ce qu'on démarre de quelque chose d'un peu plus... Ça, c'est la spécificité du peuplier. Ouais. On plante ce qu'on appelle un plançon. C'est une grande bouture, c'est un plant sans racines. Alors le plançon, il fait 5-6 mètres de haut et on le met en terre, donc sur une profondeur de 1 mètre. Il va refaire ses racines par lui-même? Il va refaire ses racines par lui-même. Le peuplier, dès qu'une branche, ou même le tronc touche le sol, il émet naturellement des racines. Bon, je veux tout savoir sur cette peuplerée. Oui. Ils ont été plantés il y a combien de temps et dans combien de temps on va pouvoir les récolter? Alors, ils ont été plantés il y a 9 ans. Oui. Hein, ce sont des arbres qui dépassent le mètre de circonférence. Et on va dire que dans 5-6 ans, éventuellement, ils pourront être coupés. C'est une croissance assez rapide, hein? Le peuplier a une croissance assez rapide. Hein. Généralement, on peut les couper à l'âge de 16, 18 ans, 20 ans dans les moins bons terrains, et parfois 14 ans dans les meilleurs terrains. Cet arbre-là, on va l'utiliser pour fabriquer de l'emballage bois. Oui. Qu'on appelle l'emballage bois léger. Oui. Plus ou moins. Oui. Ce sont quoi les qualités du peuplier? D'abord, c'est sa couleur, il est bien blanc. Après, le peuplier, il est souple, il peut se plier, il peut se rainurer, il peut s'agrafer. Donc, les qualités qui sont parfaites pour faire de l'emballage léger. Si j'ai bien tout compris, c'est-à-dire qu'on va exploiter les 7-8 mètres au départ du tronc jusqu'à la hauteur de l'arbre. Ouais. Ça, ce sera pour de l'emballage léger. Qu'est-ce qu'on va faire du reste? Alors là, le reste, on voit que le peuplier, il a des couronnes de branches. Oui. Et entre les couronnes de branches, on peut encore récupérer du bois sans nœud. Mais sinon, dans le peuplier, on peut avoir plusieurs qualités. On a donc la bille de pied qui aura été laguée, qui va être destinée à l'emballage léger, voire le contreplaqué aussi. On a des usines importantes dans la région. Au-dessus, ça pourra partir en sciage, pour faire de la palette. Et avec les branches qui vont rester, on pourra faire de la pâte à papier, voire du bois énergie. J'ai évoqué avec d'autres intervenants tout à l'heure le fait que l'emballage bois était l'emballage du futur. Est-ce qu'on a suffisamment de matière pour répondre à la demande? Tout dépendra de la demande des industries, mais globalement, le stock de bois sur pied risque d'être déficient. Il va falloir planter vite et davantage? Alors là, on incite vraiment les propriétaires à planter et à replanter, en sachant que quand on plante aujourd'hui, la réponse, elle sera dans 16-18 ans. Merci beaucoup Alain de nous avoir éclairé sur ce rien. sujet. On va continuer à parler de l'emballage bois, mais d'un emballage un peu plus méconnu du grand public. Ce sont des emballages qui permettent de transporter des objets précieux, voire parfois très volumineux, et qui vont sillonner le monde, tantôt en avion, en camion, en train ou encore en bateau. Il y a des entreprises spécialisées qui fabriquent des emballages sur mesure et nous sommes allés les rencontrer. À quelques kilomètres de Nantes, en Loire-Atlantique, on fabrique des emballages en bois aux dimensions hors normes et qui sont destinés à transporter des pièces tout aussi monumentales. Très peu connus du grand public, ils garantissent pourtant la protection de pièces précieuses, voire stratégiques. Nicolas Derouault est à la tête d'une entreprise qui fabrique ces emballages dits industriels. Il rejoint Didier, un ingénieur qui travaille sur la conception d'un emballage destiné au secteur de l'aéronautique. Alors on en est où ? Alors Didier, là, travaille sur un emballage, une protection particulière pour des biens composites et des pièces qui d'ailleurs vont aller sur de futurs avions, c'est pour le marché américain. Mais de la même manière, on peut être amené à travailler sur ce type de produit, un sous-marin, et donc à expédier des pièces fabriquées sur le territoire français à l'étranger.
Alors c'est vrai que ces emballages industriels sont nés avec le développement du commerce international, du transfert de marchandises. On a utilisé aisément le bois. Et puis ensuite est arrivé d'ailleurs le conteneur dans les évolutions. Mais malgré tout, l'emballage bois est resté très présent. Aéronautique, défense, mais pas seulement. Ces emballages sont en fait présents dans toutes les industries de pointe qui ont accompagné l'expansion économique de la France au cours du siècle dernier. Alors dans ces caisses, on met tout type de produits. Des composants électroniques, des bouts d'avion, des moteurs, des lignes d'assemblage de véhicules, des usines complètes en pièces détachées, des sucreries, des cimenteries. On peut y mettre également des bouts de fusées. Par exemple, Ariane 6 qui est parti à Kourou tout récemment. Et puis parallèlement, il peut y avoir aussi d'autres fabrications, d'autres produits à protéger comme les œuvres d'art. Donc il peut y avoir des sculptures, des peintures qui nécessitent aussi une grande protection. Et puisque ces objets sont destinés à voyager partout dans le monde, ils requièrent une attention toute particulière. On doit pouvoir les protéger, garantir cette intégrité lors du transport, de leur point d'origine jusqu'à leur point de destination. Et pour cela, on doit les protéger de tout type d'agressions, les chocs, des vibrations, éventuellement des agressions aussi chimiques. L'air alcalin dans un bateau qui peut éventuellement abîmer le produit. Le bois, il a des atouts qui répondent à une majorité des contraintes. Et la première, ce sont ses qualités mécaniques, c'est-à-dire à la compression. Pour toutes les charges, quelles qu'elles soient, et en particulier lourdes, il se façonne aisément, il se découpe, il se fixe. C'est aussi un matériau que l'on trouve partout, en abondance, et en particulier en proximité, puisque plus de 85% de nos bois sont issus de nos forêts françaises. Chaque caisse doit être réalisée dans les règles de l'art, un savoir-faire entre tradition et modernité. Alors il y a effectivement un savoir-faire qui peut se rapprocher de l'artisanat, puisqu'on est sur du sur-mesure, de la haute couture dans l'emballage industriel. Et puis à côté, on a eu aussi des évolutions sur les process. Alors d'abord, on profite pleinement du numérique, avec tout ce qui est les dessins assistés en 3D pour concevoir la géométrie des objets et la protection adéquate. Ces logiciels 3D, COM, technicien industrialisation, s'en sert justement pour analyser les produits à emballer. Grâce aux outils qu'on a aujourd'hui, des logiciels 3D, on peut effectuer des simulations pour analyser en fait si le dimensionnement de notre caisse sera suffisante aux contraintes de la pièce. Le volume, le poids sont les principaux éléments auxquels je vais faire porter attention. On peut emballer une pièce qui fait 2 kg comme une pièce qui fera 34 tonnes. Une fois ces études réalisées, il faut installer toutes les protections nécessaires pour protéger les pièces dans l'emballage. C'est le rôle d'Olivier. Nous adaptons la protection à la typologie de la pièce, bien évidemment. Les pièces sont plus ou moins fragiles, elles ont des aspects aussi plus ou moins sensibles. Alors elles partent partout dans le monde, bien évidemment, puisqu'on travaille à 80% pour de l'emballage qui va partir en maritime. Ce qu'on va pouvoir réaliser en protection autour des produits, ça va être une mise sous housse thermosoudable du produit pour le protéger contre la corrosion, abaisser au maximum le taux d'humidité à l'intérieur de l'enveloppe et pendant toute la phase de transport et de stockage, on va pouvoir préserver le produit. Et on va ajouter des sachets de déshydratants comme vous pouvez retrouver dans les boîtes de chaussures. La taille du sachet est un peu différente que celle dans la boîte de chaussures, mais c'est le même principe. Ce sont des petites billes d'argile qui vont absorber l'humidité résiduelle à l'intérieur de l'enveloppe. On va pouvoir ensuite caler avec de la mousse pour protéger contre les chocs. Et puis, sur la caisse, comme vous pouvez le voir là, on va ajouter un double couvercle, un film plastique, pour éviter la pénétration de l'eau à l'intérieur de la caisse. Sur ce site, une ligne automatisée permet de fabriquer des caisses en kit prêtes à être assemblées. Mais pour le sur-mesure, rien ne remplace le savoir-faire humain. Ce matin, pas moins d'une trentaine de techniciens sont à pied d'œuvre. Cyril supervise ces opérations. Une fois que vous avez fini de monter tous les panneaux, il faudrait me la monter, mettre le couvercle, et après je pourrais l'acheminer de l'autre côté. Donc là, on est sur la première phase, c'est la phase de débit. Une fois que le bois est débité, on passe au montage des caisses pour pouvoir ensuite les acheminer de l'autre côté pour faire l'emballage final. On travaille avec les mains et ensuite avec un outillage spécifique pour faire le montage. Suivant le poids et la taille de notre emballage, on va choisir des sections de bois différentes. C'est un métier qui a
qui est assez physique. On porte quand même des charges assez lourdes. Forcément, ça demande un petit peu de souplesse. Nous, c'est la passion qui nous anime, donc forcément, on essaie de faire notre travail du mieux possible. Cagettes, paniers, bourriches, chaque année, plus d'1 milliard d'emballages légers en bois sont vendus. Un savoir-faire ancestral, mais qui a su se moderniser et monter en gamme ces dernières années. Fini la simple cagette et place à l'innovation. Nous rejoignons Jean-Luc Ballet à Auger, dans son entreprise qui fabrique des emballages depuis 1947. Et Jean-Luc, je vous ai cherché partout. Il est immense, ce site. C'est incroyable quand même, hein? Oui, 5 hectares, oui. Bon, ça m'a permis de découvrir ce que vous faisiez un petit peu, la grosseur de l'exploitation, mais on va détailler tout cela ensemble. On va revenir sur l'histoire. Parce que vous arrivez, vous, en 2015 ici, vous reprenez une entreprise qui avait déjà de nombreuses années. Je prends une entreprise qui a plus de 70 ans. Le grand-père reprend une scierie. Les paysans arrivaient avec leur bois. On le sciait, on en faisait des planches. Et puis là, la demande locale, fabrication de fromage localement. Donc ça, c'est le début de l'entreprise. Ça, c'est les cajots. Ouais, c'est vraiment les caissettes, les cagettes, qui sont vraiment les produits qui étaient destinés aux fruits et légumes, aux poissons. La deuxième génération, Claude, décide d'en faire un vrai métier, de développer. Et puis son fils, qui est un vrai technicien, vous verrez, a monté des robots, donc des machines totalement différentes, avec un système de collage et pas d'agrafage. Alors, le bois que vous travaillez ici, c'est le peuplier? Uniquement du peuplier. Uniquement du peuplier. Il y a quelques minutes de cela, j'étais dans une peupleraie, juste en dessous. Est-ce que vous fournissez justement avec des peupliers locaux? Uniquement locaux. Une partie du prix du bois, c'est le transport. Donc, effectivement, il faut que ce soit local. On a de la chance, on est tout près du Marais Poitevin. Le Marais Poitevin a toujours été une zone de peuplier. Et on va s'approvisionner à 150 km maximum autour de l'usine. Parce que vous avez besoin de combien d'arbres par jour? Il faut entre 50 et 100 arbres par jour en fonction de ce qu'on fait. Ah oui. C'est important. Oui. Bon, alors je veux connaître toutes les différentes étapes maintenant. Parce que les arbres, j'en ai vu là-bas, ça commence par la scierie. Et après, les différentes étapes avant de devenir une cagette comme ça ou d'autres emballages, c'est quoi? Alors la première étape, donc l'abattage, le billonnage. Donc on va couper effectivement aux dimensions compatibles avec nos machines. Première étape, on écorce. L'écorce, c'est là où on va retrouver les cailloux, la terre. Deuxième étape, on vient billonner, vraiment redimensionner. Et puis, pour faire ces produits-là, l'étape suivante, c'est le déroulage. Le déroulage, c'est quoi? C'est un grand taille-crayon pour faire des feuilles ou des lamelles de ce type. C'est-à-dire qu'on prend un billot, qu'on fait tourner, et comme un épluche patate, ça fait des feuilles de bois. Absolument. Des feuilles très fines, de 0,6 à 4 mm. L'application pour un 0,6 d'épaisseur, c'est pourquoi exactement? La boîte à camembert, par exemple. Avec un seul arbre, vous pouvez espérer produire combien de cagettes comme ça? Alors comme ça, on va dire entre 500 et 1000, en fonction des tailles. Et puis les paniers qu'on fait, on est plutôt sur 10 000. Alors il y a un attachement, c'est pratiquement viscéral. Il y a beaucoup d'émotions lorsqu'on voit de l'emballage bois. Ça nous fait toujours penser à des souvenirs d'enfance. Il y a cette Madeleine de Proust avec des boîtes, on a le sentiment de les avoir toujours vues. Je pense notamment à la boîte pour le fameux beurre. Ça, c'est à Boucon-le-Loir. Ça, c'est nous, ça, oui. Ça, c'est vous? Depuis des années. Depuis des années. Le petit panier pour les tomates cerises, c'est nous aussi, également. Ouais. Mais il y a aussi encore de nouvelles applications, de nouvelles demandes. Et là, on est vraiment dans l'innovation. Et c'est sur un autre site, je suis passé à proximité tout à l'heure. On va aller voir ça. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ici. Hein. Venez avec moi. Alors là, Jean-Luc, on vient quand même de faire un voyage dans le temps. Là, on est vraiment dans le 21e siècle. Il y a combien de produits différents qui sortent de votre entreprise? Alors, on est sans doute aux alentours de entre 200 et 300 références différentes. Oui. Il y a combien de produits nouveaux qui ont été développés? On a, je pense, une vingtaine ou une trentaine de produits nouveaux. On est passé d'un métier où on vendait des contenants à un métier où on vend de l'emballage, on vend du packaging. C'est un produit de présentation. C'est ça. Quand je vois ces différentes machines, je fais référence bien sûr à la technologie moderne. Je me dis,
On travaille sur un logiciel en 3D pour modéliser plus ou moins un produit. Ensuite, on rentre toutes les données dans le robot, puis il fait le reste, quoi. Non, c'est encore un métier assez artisanal. On est sur un produit qui est naturel, qui n'est pas un produit facile à travailler parce qu'il n'est pas exactement comme on veut. Il peut être un peu tordu, un peu plucheux, un peu fendu. Il y a une connaissance. Aujourd'hui, nos opératrices sont celles qui vont garantir la qualité de nos produits. Ça, ce sont plus ou moins les derniers nés de l'entreprise. On a accessoirisé le produit pour le rendre encore plus sexy, encore plus agréable. Ça, c'est super astucieux, ça. C'est effectivement les petits cubis qu'on trouve plus ou moins dans le commerce, en grande surface. On va simplement prendre la poche à l'intérieur et puis la mettre à l'intérieur, c'est ça? Ça, c'est un truc incroyable. C'est un truc qui est issu d'une réflexion, en fait, avec un certain nombre de personnes. Et en fait, faire un tonneau, ça paraissait difficile. Mais finalement, il y en a un qui est sorti de la réunion et qui a fait, mais un tonneau, c'est ça. Et après un tout petit peu de travail, c'est ça. Un tonneau, c'est ça. Un tout petit peu de travail. Un tout petit peu de travail. Est-ce que c'est réutilisable, recyclable? Qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'il a eu une première vie, ce produit? Quasiment tous ces produits-là ont une deuxième vie dans la maison. Dites-moi, on est bien dans vos ateliers. C'est chauffé comment? Au bois. Merci mille fois, Jean-Luc. Merci de nous avoir éclairé. Merci. Je suis intimement persuadé que, tout comme moi, vous avez pris conscience, grâce à cette émission, qu'il était important de préserver, d'entretenir, de soigner, de cultiver la forêt. C'est un véritable trésor pour la France. Trésor auquel nous devons prêter la plus grande attention aujourd'hui pour s'assurer qu'elle soit encore là demain. Merci, au revoir. C'était Notre forêt demain avec France Bois Forêt. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable.